Bonjour, mercredi. Comment tu vas, mercredi? J'espère que ça va bien. J'espère que vous allez bien. Mercredi multiplié, bien sûr, par le numéro 3, 3 comme jour ouvré de la semaine. Ça nous donne comme résultat des courses la famille. Et c'est ça l'équation à résoudre aujourd'hui avec, à l'apogée de ce rendez-vous, notre spécialiste qui va nous parler, bien sûr, du bien-être des enfants. Comment faire en sorte que les enfants soient obéissants et autodisciplinés. C'est toute la thématique autour de laquelle nous allons graviter aux alentours de 7h02 dans cette émission, dont la fluidité technique est assurée par Monsieur Jacques Brou lui-même, avec toute sa magnifique équipe. Et dans cette équipe, il y a notre lumière, au sens propre comme au sens figuré. Ça va, Alix? Ça va, merci. Merci à vous et bienvenue à cette émission. Nous sommes donc au 3e numéro de la semaine. Après, ce sera jeudi, vendredi et on égrène comme ça le chapelet de décembre pour terminer cette année en beauté. Alors, avant de terminer l'année, il faut encore se contorsionner sur notre conducteur avec notamment le coach Cool qui va nous inviter à faire ces exercices méthode santé-fitness. C'est très bien, il faut maintenir sa santé. Mais on aura également aussi une visite qui va vous ravir, j'en suis sûre. Elle nous vient du Mali dans la chronique coaching. C'est notre coach Ina Mariam Kanouté qui sera là pour nous parler de programmation linguistique qu'on a démarré avec vous depuis le générique. Merci d'être en notre compagnie encore une fois, mesdames et messieurs. Installez-vous, bienvenue la famille, on est très heureux. Et puis c'est décembre, on est content, tout le monde est... Moi, franchement, j'ai envie de vous inviter, vous tous, chez moi, dans ma piscine que voici. Regardez, regardez ma piscine. Regardez comment ma piscine est belle. Waouh, oh là 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 c'est là. du grand luxe ça, monsieur. Mais là, c'est pas encore chez moi parce que c'est pas encore terminé. Et moi qui, j'ai failli dire, mais je ramène mon bikini de pièces. Touché un point sensible. Vous allez terminer la maison en direct. Mesdames et messieurs, Alix dit qu'elle ramène son bikini de pièces. Elle a gâté l'émission. Ah, mais c'est magnifique quand même, cette architecture. C'est quelle couleur le bikini? C'est quoi votre couleur préférée? Ma couleur préférée? Je mettrai au diapason de vos goûts. C'est le rouge. D'accord, ce sera un rouge écarlate. sang. On est vraiment en décembre. Et moi, mon maillot, ce sera un maillot à la alerte, pas à Malibu, hein, alerte à Assini. Un maillot vraiment bien avec tout le monde. En tout cas, voilà, la piscine elle est magnifique, hein, de quoi inspirer, pourquoi pas, tous ceux qui sont en train de construire une brique après l'autre pour la maison. Tous nos amis de l'INSAC, c'est la maison d'un artiste, hein, il a fait ça en mode d'un instrument de musique et ça fait du bien. C'est magnifique. Alors, après cette belle image, vous vous en doutez bien, on a Régis qui est déjà en plateau. On va le recevoir juste maintenant pour son premier flash. Madame, Monsieur, bonjour. Les acteurs de la filière cajou se retrouvent à Abidjan pour la 5e édition de la Convention mondiale. Occasion pour les acteurs nationaux d'aborder le chapitre transformation. La transformation qu'ils veulent booster à 50%. Francis Boifou. C'est une première en Afrique et la Côte d'Ivoire s'honore d'abriter l'événement. La 5e édition de la Convention mondiale du cajou aura lieu à Abidjan du 12 au 14 février 2020. Ce rendez-vous d'intérêt économique est organisé conjointement avec les Journées nationales du cajou par l'Association des exportateurs de cajou AECI. La question de la transformation de la noix sera au cœur des échanges au regard des ambitions des opérateurs économiques nationaux. Tous les acteurs sont en train d'ouvrir des usines. L'environnement international est très favorable à la transformation. Nous avons vu les mesures d'incitation du gouvernement qui sont aussi très favorables pour les acteurs. Donc les acteurs sont engagés. Dès 2020, le GIE va faire une usine de transformation à Yamoussoukro de près de 30 000 tonnes. Et à l'horizon 2021, nous avons une ambition de transformer 100 000 tonnes. C'est réalisable, nous y croyons et nous le ferons. Sont attendus à Abidjan plus de 2000 participants, une cinquantaine d'entreprises et des experts issus de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique et d'Afrique. Ces grands groupes rentreront directement en contact avec les producteurs ivoiriens et les acheteurs de notre pays. De ces mises en relation, nous espérons sortir du symposium avec une centaine de contrats signés, ce qui permettra de booster la vente de la noix de cajou, sans oublier les retombées positives pour nos vaillants producteurs. Aussi, nous attendons de concrétiser la signature d'une dizaine de contrats de transformation locale de la noix de cajou. Les échanges auront lieu autour du thème « Quel écosystème durable pour le secteur mondial du cajou ?» Le livre, un jouet éducatif, c'est le thème de la 3e édition du Salon du Livre pour enfants et adolescents. L'événement démarre aujourd'hui pour s'achever le 14 décembre prochain au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville. Serge Pacom Didi
Et Franck Quadio nous en parle. Du 11 au 14 décembre, la littérature infantile et celle de jeunesse seront à l'honneur au Palais de la Culture à l'occasion du Salon du Livre pour enfants et adolescents, 3e édition. C'est une plateforme pour les auteurs afin de promouvoir leur catalogue, mais aussi faire valoir leur savoir-faire en matière de littérature pour enfants. Ce sont des rencontres professionnelles qui vont réunir les différents acteurs du secteur, les écrivains, les éditeurs, les distributeurs, les libraires, mais également la tutelle, qui est le ministère de la Culture et de la Francophonie, mais aussi le ministère technique. Un ministère technique comme le ministère de l'Éducation nationale est concerné par ces questions. Durant 4 jours, nous aurons donc cette animation-là, cette cohabitation d'une part des professionnels, des institutionnels, mais aussi les parents, les enfants. Nous sommes dans le mois de décembre. Le mois de décembre, c'est principalement Noël qui est mis en avant, et puis la Saint-Sylvestre, mais beaucoup plus Noël, et positionner un événement comme ça en plein milieu du mois de décembre, c'est juste pour déjà frapper aux portes des fêtes de Noël. Initié par le ministère de la Culture et de la Francophonie, le commissariat de cette 3e édition est assuré par l'Association des éditeurs ivoiriens ACEDI. Table ronde sur les enjeux et les défis de la production et la promotion de la littérature pour enfants. Stand d'animation, dédicaces, signatures. Autour du thème « Le livre, un jouet éducatif » vont marquer cette 3e édition du Salon du Livre qui ambitionne être le marché de Noël du livre de jeunesse en Côte d'Ivoire. Les outils et techniques de gestion efficaces des ressources dans le secteur de la sécurité ont fait l'objet d'une session de renforcement de capacité destinée aux cadres africains de haut niveau, l'initiative du Centre d'études stratégiques de l'Afrique, Abou Sanogo. La gestion des ressources de la sécurité en Afrique au centre de la session de renforcement des capacités au profit des cadres africains de haut niveau. Une rencontre destinée aux anciens du Centre d'études stratégiques de l'Afrique, dont le travail implique la gestion des ressources pour le secteur de la sécurité dans leur pays ou institution. Et tous ces anciens travaillent encore activement dans leur profession. Ils sont originaires de 22 pays africains. Pour les participants, les problèmes de sécurité en Afrique devenant de plus en plus complexes, la gestion efficace des ressources qui sont allouées au secteur de la sécurité devient de plus en plus importante. Nous avons une grande responsabilité pour gérer nos ressources financières, nos ressources humaines sur le continent afin de pouvoir fournir la sécurité qui est importante pour nos populations sur le continent. C'est tout à fait important que les experts puissent se retrouver et voir comment conjuguer les efforts de tous les pays, comment gérer au mieux le soutien et l'aide que la communauté internationale nous apporte en matière de sécurité. La gestion efficace des ressources disponibles est un pilier clé d'une stratégie de sécurité nationale efficace. Cette rencontre, qui va durer 3 jours, sera suivie du symposium de lancement des activités de l'amicale du Centre d'études stratégiques de l'Afrique section Côte d'Ivoire. Conformément au statut de cette amicale, les membres saisissent l'opportunité de leur rencontre pour s'imprégner davantage et pour échanger des points de vue sur la problématique d'un sujet d'intérêt commun. Voilà qui marque la fin de ce premier rendez-vous de l'actualité. Je vous retrouve à 6h30. Merci beaucoup, mon très cher Régis. À chaque jour suffit, pas sa peine, hein, à matin mon heure, à chaque jour suffit ses mouvements et c'est le coach Nzedi qui s'en occupe. La preuve. Coucou champion, nouvelle séance de sport de qualité.
Pause. On écarte les jambes. Une main sur chaque pied. On pointe la jambe arrière maintenant. Le buste reste bien droit. C'est la jambe arrière qui nous intéresse. 5, 2, 3, 4. On y va. 1, 2, 3 et 5. Bravo à vous. Rendez-vous demain matin. Nouvelle séance de sport de qualité. Bravo à vous. En tout cas, vous avez donné de votre personne et ça laissé personne indifférent dans le studio ici. Suivons nos regards. Alors, on part maintenant pour la Teranga. On parle de bon fils, celui qui a la caméra numéro 3. Ouais, mieux que de va casser les papos ici. C'est bon fils. Si vous commencez à casser les notre ami du son là, comment il s'appelle Ils vont casser votre maison. Watt, vraiment, ils ont beaucoup apprécié. Franchement, ils ont été très interpellés par... C'est le coach vous appréciez ou bien c'est les coachés? Il dit c'est le compte, tout, c'est tout. Donc, suivez aussi la gestuelle qui va avec. En tout cas, merci au coach Cool de nous donner le punch comme ça le matin. Après ça, il faut bien se restaurer, festoyer un peu et on part pour la Teranga aujourd'hui. Alors, oui, ici, la réalisation veut bien. On peut avoir le jingle, monsieur Jacques Brou, s'il vous plaît. On peut avoir le jingle, c'est possible? L'histoire du petit-déj. Non? D'accord, on va en parler alors. Alors, ça vient. On y va? D'accord, bon. On y va, laisse, on y va. Je pense que ce sont les mouvements du coach Lanzini qui ont déjà fait un peu fatigué Jacques Brou, hein, parce que là, franchement... Comme on le disait. Voilà. Mais on va manger. Alors, si vous êtes passé un jour du côté du Sunugal, du Sénégal, hein, c'est selon, vous allez déjà manger et goûter au sandwich Ndambe. Ndambe, c'est très, très bon. Ah, un sandwich, mais on voit des haricots, tout ça. Ouais, c'est un sandwich appelé Umburu, avec un accompagnement traditionnel qui est fait à base de Ndambe. Ndambe, ce sont des haricots cuits avec une sauce tomate bien épicée, bien relevée et qu'on associe des fois avec un peu de viande pour constituer le sandwich. Il est très prisé du côté du Sénégal. Très prisé surtout par les chauffeurs de cars rapides. Vous savez, les Gbaka de Dakar, ils aiment bien manger ça. Les chauffeurs de ces Gbaka aiment bien manger ça parce que ça leur donne du tonus, ça leur donne de la force. Et la force du tonus, il en faut également pour faire une revue de presse et aussi pour la présenter. C'est tout l'intérêt, bien sûr, de ce que nous allons vivre maintenant avec notre Renaud Kobia Nguessan National dans le cadre de la revue de presse. Jacques Brou, cette fois, on y va. Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Bonjour. Alors, au plus haut sommet de l'État, on démarre cette revue de presse avec le chef de l'État qui a reçu un représentant de l'Union européenne. Oui, au cours de cette rencontre qui a eu lieu hier, Alassane Ouattara et Von Kirchmann ont fait le point de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'UE et retrouvé le compte-rendu des échanges entre les deux hommes dans Fraternité Matin de ce jour. Le chef de l'État collé serré avec Soir Info qui parle toujours de lui. Oui, le confrère révèle que relativement à la situation politique, Alassane Ouattara met la pression sur Henri Konan Bédié qui de son côté ne croise pas les bras et prépare la riposte. Et la disparition du ministre Charles Dibi Kofi n'a laissé personne indifférent. Toute la Côte d'Ivoire a été touchée par le décès du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel et le chef de l'État en premier. L'Inter à ce sujet révèle c'est qu'Alassane Ouattara a fait l'annonce du décès de Charles Dibi Kofi. Pour étayer ses propos, le confrère s'appuie sur les confidences d'un ministre. Plus de détails dans l'Inter de ce jour. Et puis l'émotion est loin de s'éteindre concernant le départ du président du Conseil économique, social et culturel. Et la presse en parle encore. Le confrère Le Jour Plus révèle dans son édition de ce jour les dernières confidences de Charles Dibi Kofi sur le président Alassane Ouattara. Selon Le Jour Plus, donc, dans ses confidences relatives à la situation politique de la Côte d'Ivoire, l'ex-ministre de l'économie a déclaré notamment « Ouattara a sauvé la Côte d'Ivoire sous le régime Gbagbo ». Retrouvez l'intégralité du document contenant les confidences de l'ex-président du Conseil économique et social donc dans Le Jour Plus de ce matin. Et on s'intéresse maintenant au nouveau réveil.
Le Nouveau Réveil qui, à sa une, pose une question. Et cette question, c'est « Allons-nous vers un nouveau remaniement ministériel ?» Et à cette question, le confrère semble avoir la réponse puisqu'il lance justement à cette une grosse tête du RHDP va tomber. Pour tout savoir sur ce que le quotidien proche du PDCI qualifie de guerre de tranchées au sommet de l'État, il faut se procurer son numéro d'aujourd'hui. Et puis l'intelligent d'Abidjan a accordé une interview à M. Essi Amara. Oui, dans cet entretien accordé à l'ex-ministre des Affaires étrangères qui a un peu disparu des radars, l'intelligent d'Abidjan donne les raisons qui l'ont motivé à écrire l'œuvre Houphouët-Boigny et l'illusion communiste. Retrouvez cet entretien dans l'intelligent d'Abidjan de ce jour. Et 2020, c'est déjà demain et notre terre des Burnis accueillera le 27e congrès de l'Union postale. Et oui, les préparatifs vont bon train pour faire de cet événement qui va se tenir en terre ivoirienne un succès et cet événement aussi qui va rassembler les postiers du monde entier. Donc Daniel Cablon-Duncan a effectué une visite sur le site qui doit accueillir l'événement et selon le quotidien Le Matin qui rapporte cette information, le vice-président de la République est reparti satisfait des avancées dans les préparatifs. Hors de nos frontières, très cher Renaud, le patron de la MINUSMA à Kidal est expulsé du Mali. Oui, le Français Christophe Sivillon, chef du bureau de la MINUSMA à Kidal, a été sommé de quitter le territoire malien sous 24 heures. À l'origine de cette sanction annoncée hier par le ministre malien des Affaires étrangères, les propos du Français qui avait souhaité la bienvenue à Kidal aux délégations venues du Mali et de l'étranger lors du congrès du Mouvement national de libération de l'Azawad, le MNLA, le 30 novembre dernier. Ces propos, il faut le savoir, avaient suscité une vague de contestation au sein de toute la classe sociopolitique du pays qui les avait qualifiés d'atteinte à l'intégrité territoriale du Mali, selon l'hebdomadaire panafricain Jeune Afrique. Merci à vous Renaud. Merci, Renaud. Merci Alix On et se Marco. revoit demain pour Oui. l'avant-dernier numéro de la plaisir. semaine. Alors vous-même, quel est le journal que vous lisez? Mais je lis tous les journaux. Ben oui. Ah Oui, je n'ai pas dit les journaux. Quel est le journal, votre journal Tous les journaux. Il n'a pas de préférence. Peureux, va. Mais non du tout, il fait son boulot, il fait son boulot, il fait son à tous boulot. les téléspectateurs. Je vais mettre une caméra cachée à la maison. Ben vous, avec vos histoires de casser les papous, j'ai dit on va casser votre Oui, maison. on va casser tous D'accord. les papous. Je lui ramène la question, quel est le journal préféré de Moi, mon Marco? journal, Oui. c'est Biche. Moi, je dis c'est Biche. À demain. Voilà, c'est Biche. Allez vers Allopolis. Ce serait pas mal. Alix, c'est Allopolis. Bon, Alix, Allopolis, moi, c'est j'imagine Biche. pour les affairages. Et vous, c'est Tous les journaux. Il a insisté, il signait, c'est bien. Alors, nous, on poursuit avec cette émission et ce programme. Maintenant, on rentre dans l'univers des fakes. Voilà, on ne vous a pas donné de mensonges, mais on va essayer de trier le faux du vrai pour la chronique Vrai ou Faux, campée aujourd'hui par monsieur Israël Guébo, juste après le jingle. Israël Guébo nous fait l'honneur de sa présence sur ce plateau. C'est un monsieur qu'on aime beaucoup. Il est expert consultant en réseaux sociaux. C'est un membre du conseil d'administration de l'École supérieure de journalisme de Lille, une école qui a donné à la Côte d'Ivoire énormément de journalistes d'anthologie. J'en veux pour preuve monsieur Alfred Damoussa, le directeur de l'ISTC que nous saluons respectueusement. Ce n'est pas pour lui mettre la pression pour son premier passage sur ce plateau, mais c'est justement pour lui dire merci d'être avec nous. Bonjour, alors, on va parler de merci. quoi aujourd'hui, Israël? Alors, on va parler des informations, des infox dans le secteur de la santé. D'accord. Parce qu'il faut le rappeler, les fake news, rappelez aussi infox dans le monde francophone, c'est un peu toutes ces publications qui sont faites pour tromper les téléspectateurs, les lecteurs, les internautes. Et dans tous les corps de métier, il en existe. Et le plus dangereux d'ailleurs, c'est dans celui de la santé. J'ai envie de dire, les infox sont dangereux pour la santé. Exactement, et on en a entendu un plein comme ça concernant les infox dans la santé, notamment concernant la spiruline qui favoriserait une grossesse. Alors, c'est faux, c'est une infox. Alors, c'est quoi déjà la spiruline? C'est une algue qui pousse au Tchad et au Mexique, et en réalité qui possède des vertus, et donc on l'utilise en fait comme un alicament. Par contre, il n'existe pas de preuves scientifiques qui démontrent qu'en réalité la spiruline favorise la grossesse. D'ailleurs, il y a deux médecins, deux spécialistes, le docteur Gassama qui est à Dakar et le professeur Blamidao qui est gynécologue, qui disent qu'il n'y a pas d'éléments probants qui prouverait que la consommation de la spiruline favoriserait une grossesse. D'ailleurs, selon eux, la meilleure démarche pour favoriser la grossesse, c'est de consulter un gynécologue. Tout à fait. C'est simple comme ça, on revient aux fondamentaux. Alors, deuxième interrogation qui est dans l'air. On n'a aucune preuve que le miel, la cannelle et la gelée royale guérissent les hépatites B et C. Vrai ou faux?
C'est faux, il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve. Alors, nos journalistes, nos confrères d'Africa Tchèque ont interrogé Mme Sal Diallo, qui est la coordonnatrice du programme national de lutte contre les hépatites. Elle dit, je ne sais pas si ce sont des plantes de mélange, mais il y a des médicaments extrêmement efficaces pour guérir de l'hépatite B et C. Et ce ne sont pas des plantes naturelles ou d'autres médicaments qui vont se substituer. Donc il faut faire attention. D'ailleurs, l'OMS recommande de voir des spécialistes qui vous donneraient la démarche à suivre. C'est clair, c'est mieux. Alors, autre questionnement passé à votre scanner. Les femmes ne portent pas l'ADN masculin de tous leurs partenaires sexuels, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai qu'il y a eu cette rumeur qui s'est répandue pour dire que tous les hommes que les femmes ont connus, donc elles gardent l'ADN de l'homme. C'est faux, c'est faux. D'ailleurs, l'auteur de l'article s'est basé sur une étude d'un universitaire américain et qui a effectué et qui a démontré que en fait, l'ADN de l'homme peut se transmettre dans le cerveau de la femme. Et l'article, figurez-vous, a été consulté plus de 200 000 fois sur des sites, a été repris par d'autres sites, même sérieux, qui eux-mêmes l'ont repris sur des réseaux sociaux. Alors, les scientifiques indiquent que pour que le spermatozoïde arrive au sang, c'est carrément impossible vu sa taille. Ok, donc c'est faux. Merci, il y a ce sourire en coin là qui Israël. Il est magnifique, Israël. Alors, voici notre idée reçue aussi. On dit que l'eau chaude, les Japonais, ils boivent l'eau chaude, ils n'ont aucun problème. Oui, alors, est-ce que rien ne prouve que la consommation d'eau chaude guérit des maladies, Israël? Rien ne le prouve. D'ailleurs, le texte qui fait l'objet de cette discussion est écrit dans un mauvais français, truffé de fautes. Et il a fait le tour de tous les comptes, notamment WhatsApp, notamment au Sénégal. Et puis je cite, il dit qu'un groupe de médecins japonais a confirmé que l'eau chaude est efficace à 100% pour résoudre certains problèmes de santé. Et puis il a ajouté une recommandation de boire de l'eau au réveil, environ 2 verres d'eau tiède lorsque l'estomac est vide et de ne pas manger 45 minutes après avoir pris de l'eau. Et puis cette promesse derrière qui vient de guérison, 30 jours de diabète, 10 jours pour les problèmes d'estomac, 9 mois pour les types de cancer et 3 jours pour les maux de tête. En fait, c'est faux, c'est faux. Et les journalistes d'ailleurs de nos confrères d'Africa Tchèque ont essayé de rencontrer ce dit docteur-là. Impossible, il n'a pas de contact. Et il y a un professeur de médecine qui dit que les malades ou leurs proches ne devraient pas interrompre les traitements pour remplacer uniquement par de l'eau, par un aliment, parce que l'eau, ce n'est pas un médicament. Exactement, donc comme quoi, si vous voulez savourer votre café avec l'eau chaude, c'est demi, mais pas pour une thérapie quelconque. Exactement. Alors, autre recette miracle dont on parle pour guérir le diabète, est-ce que ça existe des recettes miracles pour guérir le diabète? Non, il n'existe pas de recette miracle pour guérir le diabète. Alors, tout part d'une information qui a été diffusée par le docteur James Diliaco. Et en 2017, il dit que pour guérir le diabète, il faut faire un mélange et donne des ingrédients. 12 morceaux de poivron, 2 œufs crus, une demi-cuillerée. Comme Gargamel, sa potion pour attraper les choses. Exactement, une demi-cuillerée à café, du sel de mer, facilement comme ça. Alors, les confrères ont retrouvé la vidéo du dit docteur, effectivement, il le dit. Par contre, aucun contact pour le retrouver. Et d'ailleurs, le site du ministère de la Santé de Philippines n'a aucune information sur ce docteur, ni sur sa recette anti-diabète. Allons plus loin. Il se passe rarement dans le monde un mois sans qu'il n'y ait, il ne se passe pas un mois sans qu'il y ait un congrès sur le diabète. Donc si cette information était vraie, ça se serait su. Et puis, il y a un docteur qui est, le docteur Dominique Huye, qui est à Paris, dit que c'est complètement inutile d'y croire parce qu'on ne peut pas guérir du diabète en 5 minutes, comme le recommande ce monsieur. Ok, mesdames et messieurs, j'espère que vous prenez note, que vous avez vos calepins à portée de main pour prendre toutes ces informations-là dans le domaine de la santé. Quand il y a des infos dans le domaine de la santé, ça fait peur. Ouais. C'est pour ça qu'il faut noter. Alors, le mélange banane et miel ne permet pas de traiter la tuberculose. Vrai ou faux? Alors, docteur Israël Guebo. Non, je ne suis pas docteur. Alors, je précise. Je sais. Il faut dissocier. Je ne suis pas du tout agent de la santé. Par contre, je suis un professionnel de l'information. Et nous avons la chance d'ailleurs d'avoir un métier qui est transversal à la croisée de tous les... Absolument, c'est sur ça que notre rôle, c'est l'information, c'est d'informer, c'est de sensibiliser. Voilà, trier le vrai du faux. Exactement. Et merci beaucoup, Pulpic. De rien. Alors, le mélange banane et miel ne permet pas de traiter la tuberculose? Le mélange de banane et de miel ne permet pas de traiter la tuberculose. Ok, donc c'est faux? Oui, c'est faux. La recette prescrite a été donnée dans une publication qui a été partagée elle-même 15 000 fois. L'article prédit 5 jours de traitement. En 5 jours, vous êtes guéri de la tuberculose. Mais c'est faux parce qu'en plus, celui qui a donné l'information, on a du mal à mettre la main sur lui. En général, c'est toujours pareil, quoi. On n'arrive pas à la retracer. Nos confrères de l'AFP ont essayé de contacter le docteur Camille, qui est lui microbiologiste et qui dirige l'Institut de recherche à l'Institut français sur les questions médicales. Et il a dit qu'il serait désastreux de remplacer le traitement standard contre la tuberculose par ce genre de traitement. Alors, le diabète encore qui revient, parce qu'on sait que la prévalence au niveau mondial est très exponentielle. Et on parle du corosol qui serait un autre remède miracle. C'est faux.
C'est faux. Et en l'état actuel, on ne peut pas guérir du diabète ni en utilisant la médecine conventionnelle, ni la pharmacopée traditionnelle. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est plutôt le docteur Ibrahim Niento, qui est endocrinologue officiant au Centre de lutte contre le diabète à Bamako, au Mali. Alors, les fruits, on en parle, fruits, légumes, tout ça, ça fait partie de tout ce panorama-là. Consommer de la papaye, de l'ananas et du raisin présente-t-il des risques pour le fœtus? C'est faux. C'est faux. C'est un article qui a été publié sur un site d'information Exada de 2017. Et l'article est régulièrement revenu cette année sur les réseaux sociaux. Et les spécialistes affirment même que ce sont des rumeurs, car aucune étude à ce jour n'a été établie entre la consommation des fruits et puis la malformation des nouveau-nés. D'ailleurs, ce qui est recommandé, c'est de laver soigneusement les légumes avant de les consommer pour ôter tous les résidus. Bien entendu, il y a des aliments qui sont déconseillés pendant la grossesse, le lait cru, le fromage, ainsi de suite. Mais tout cela, c'est pour éviter en fait les infections alimentaires. Sinon, les raisins, l'ananas, la papaye, c'est bon. C'est bénéfique pour le bébé et la maman. On reste toujours dans le domaine de la santé avec l'épidémie d'Ebola qui n'est pas éradiquée mais maîtrisée. Oui, là, c'est plutôt un sujet d'actualité. On va dire, il y a une publication qui a été donnée il y a quelques temps sur Facebook, mi-novembre, où les internautes se réjouissaient d'ailleurs de voir la fin de la 10e épidémie de la fièvre hémorragique Ebola sur le sol du Congo. En réalité, c'est le docteur Mouyembe, qui est le co-découvreur d'Ebola en 1976, à qui a été confiée la coordination de la riposte de cette épidémie. C'est lui qui a fait une déclaration et qui a dit dans les années à venir, la 11e épidémie sera vite détectée et contrôlée parce que la surveillance sera renforcée. Alors, il a été réinterrogé en novembre 2009 et le journaliste qui l'a interviewé à nouveau, il a dit « Je n'ai jamais dit que le virus sera éradiqué. » Il a dit qu'il sera maîtrisé. Merci infiniment Israël pour ces 9 points santé qui sont récurrents sur la toile qu'on a essayé de décrypter. Tout est faux. En tout cas, on est très heureux d'avoir quelqu'un de votre carrure qui nous permet bien sûr d'avoir distingué le bon grain de livret. À suivre dans Matin Bonheur, on aura bien sûr la programmation neurolinguistique. Ce sera avec le coach Ina Mariam Kanouté qui viendra nous parler bien sûr de la PNL, comme on dit, qui permet de faire beaucoup de choses. On verra avec elle, ce sera dans un instant. Et puis après, derrière, on aura aussi le journal et la pub. Mais n'oubliez pas, pour ceux qui regardent RTI 1, que Bonjour 2020, le grand casting, vous avez du talent en humour, vous voulez participer à Bonjour, eh bien, venez saisir la chance, c'est le 10 et 11 décembre à la Maison de la Télévision à Cocody, de 10h à 15h. Ça piaffe d'impatience d'être à Bonjour. Et oui, la RTI qui fait en sorte que vous puissiez passer des fins d'année en souriant. À tout à l'heure. JMT C2T 2019. Sous la présidence du ministre Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie, le C2T en partenariat avec RET Passy, I2T, Agence Côte d'Ivoire PME, FIRCA, organise sur son site à Biétry les journées des métiers de la transformation sous le thème Valorisation des produits agricoles des entreprises du secteur de la petite transformation. Fabricants et acteurs du secteur de l'agro-industrie, partenaires financiers et populations ivoiriennes. Ce rendez-vous est le vôtre. Au programme, mercredi 11 décembre, 14h, cérémonie d'ouverture. Les 12 et 13 décembre, 8h, exposition et atelier, Infoline. Mesdames et messieurs, bonjour. Des réductions de visibilité s'observeront tôt le matin dans les régions du sud du pays et au fil des heures, ce temps se dissipera pour donner des nuages. Certaines régions forestières connaîtront quelques averses matinales et plus au nord, le temps restera peu nuageux et les vents seront secs. Pour les variables de la matinée, 25 degrés à Abidjan et à Diaké, 22 degrés à Bondoukou, 24 degrés à Boaké, 23 degrés à Deloa, 24 à Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa, 20 à Korogo, 21 degrés à Mont, 20 degrés à Odéné, 24 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 23 degrés à Yamoussoukro. L'après-midi, les effets de brise côtière seront favorables à des développements orageux tout le long du sud forestier. La bande centrale sera nuageuse et en allant vers les frontières nord du pays, les vents secs domineront et le ciel restera relativement clair.
Pour les variables de l'après-midi, 32 degrés à Abidjan, 31 degrés à Diaké, 33 degrés à Bondoukou, Boaké et Daloa, 34 degrés à Dimbokro, 33 degrés à Gagnoa, 35 degrés à Korogo, 32 degrés à Mans, 34 degrés à Odiné, 32 degrés à San Pedro, 31 degrés à Sassandra et Tabou et enfin 34 degrés à Yamoussoukro. Merci de votre fidélité à ce point météorologique et très belle journée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Madame, Monsieur, vous suivez le point de l'actualité africaine. Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition. Mogadiscio, la capitale somalienne, une nouvelle fois touchée par la violence. 5 personnes ont été tuées, 3 civils et 2 membres des forces de sécurité dans l'attaque perpétrée mardi soir par un commando des islamistes radicaux Chebab contre un hôtel du centre de Mogadiscio. La justice algérienne a condamné hier pour corruption 2 anciens premiers ministres de l'ère Bouteflika, Ahmed Ouyaya et Abdelmalek Chelal, respectivement à 15 et 12 ans de prison dans un procès historique. C'est la première fois depuis l'indépendance en 1962 qu'étaient jugés des dirigeants de ce rang. Au Sénégal, le chef de l'État a élevé le directeur général de la SECNA au rang de commandeur dans l'Ordre national du Lion. Cette firme aéronautique est devenue le troisième opérateur au monde à avoir un dispositif satellitaire de sécurité de navigation aérienne. Le Sénégal sera le premier pays à partir duquel la SECNA va lancer son système de surveillance par satellite. Réaction. Mohamed Moussa, nous vous faisons commandeur dans l'Ordre national du Lion. Comme vous le voyez, je suis ému parce que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, m'a fait l'honneur de me lever au rang de commandeur de l'Ordre national du Lion. C'est un honneur dont je ne peux pas mesurer la portée. C'est extraordinaire. Le Président a bien voulu m'expliquer tout l'intérêt qu'il porte au travail accompli par la SECNA, notamment dans l'amélioration des moyens de sécurité aérienne. Comme vous le savez, très bientôt, nous avons lancé sur l'ensemble de notre espace aérien la surveillance par satellite des avions. Et le président Macky Sall a été très sensible à cet exploit parce que nous serons pratiquement le 3e opérateur au monde à développer la capacité de surveiller les avions par satellite. Pour cette médaille, je suis particulièrement ému pour la simple raison que, comme j'ai l'habitude de le dire, ça fait quand même 21 ans que je vis au Sénégal. Je suis sénégalais. Donc je suis très fier de porter cet honneur. C'est un signe d'encouragement à aller plus loin dans la mise en œuvre des moyens de sécurité aérienne. Le Sénégal sera le premier pays à partir duquel je vais lancer la surveillance satellite de l'ensemble des espaces à SECNA, 16 millions de kilomètres carrés. C'est considérable comme travail. Et je pense que je le dois à la SECNA, je le dois au Sénégal, parce que le Sénégal a une particularité dans notre organisation. Comme vous le savez, nous avons 2 espaces, 2 FIR, Flight Information Region, qui sont gérés à partir du Sénégal. Nous avons une très grande partie de l'océan Atlantique et nous avons des espaces aériens de 9 pays qui sont gérés à partir d'ici. L'autre élément extrêmement important, c'est que depuis 2 ans, la sécurité s'est considérablement améliorée
dans ces deux espaces. Par exemple, l'océan Atlantique que la communauté internationale nous a confié, ça fait 3 ans que nous n'avons eu aucun incident. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Donc je pense que nous devons faire mieux maintenant. Je considère cette médaille comme un engagement à faire mieux que ce que nous avons fait jusqu'ici. On sera au Togo, les opérateurs des télécommunications, des agents de l'Institut national des statistiques et cadres des ministères sont conviés à un séminaire de renforcement des capacités en matière de collecte et gestion des données TIC. Regardez. Que ce soit dans les administrations, dans les services ou encore dans les ménages, l'usage des technologies de l'information et de la communication est entré dans les habitudes. Très souvent, en matière de collecte et de gestion des données administratives, des difficultés surviennent. Cette formation de 4 jours est destinée à donner les bonnes pratiques aux opérateurs de télécommunications et aux agents de l'Institut national des statistiques. Ce sont des données qui proviennent directement des exploitants des services de télécommunications qui sont les opérateurs fixes, mobiles et les fournisseurs d'accès Internet mobile et fixe. Malheureusement, tant qu'il n'y a pas harmonie dans la fourniture de ces données dans le pays, chacun compte ses abonnés par exemple, il n'y aura pas harmonisation dans la collecte des données. Il faut harmoniser les bases communes des déclarations des données auprès des opérateurs. Donc, ce sont des indicateurs qui sont sur les abonnements, le trafic, les revenus, le chiffre d'affaires, les investissements. Les ménages, c'est des utilisateurs et des équipements et des technologies de l'information. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile au Togo est passé de 70% à 84% de 2015 à 2018. Au même moment, l'Internet est de 49% en 2018. C'est dire que le développement des télécommunications est en nette progression. Les TIC sont un moteur de développement pour tous les secteurs socio-économiques. Le gouvernement a entrepris des efforts pour développer les TIC et il y a une stratégie. Pour pouvoir suivre cette stratégie, il faut aussi collecter les données pour avoir les statistiques, voir comment évolue la stratégie et faire suivi et évaluation. Et il faut aussi harmoniser les collectes sur le plan international pour savoir comment ça se fait. Les différents acteurs ici réunis auront à définir des pratiques harmonisées, mais aussi des recommandations. Une feuille de route qui va aider les décideurs dans la mise en place des stratégies et politiques de développement durable. À cette heure, nous aborderons l'actualité internationale. Merci de votre attention. Merci à vous, Régis. Et on se revoit dans quelques minutes. Alors, nous avons encore notre invité en plateau, M. Israël Guébo. On va profiter de son savoir et toujours camper à la chronique Vrai ou Faux pour essayer de nous donner la démarche à suivre pour éviter les infox et autres fausses informations qu'on pourrait trouver sur le digital. On procède par où et on démarre comment? Déjà, quand on voit une information sur Internet, il faut regarder le titre. C'est la première chose à faire. Il faut se méfier des titres qui sont racoleurs, qui sont dans le sensationnel. Bling bling. Oui, qui sont en général où à la fin il y a un point d'exclamation ou un point d'interrogation. Parce qu'en général, dans un titre, on doit pouvoir l'affirmer. Par exemple, je prends un titre, Marcelin Govoy est noir. Ça, c'est le titre. Marcelin Govoy est noir. Donc, ce genre de titre, c'est que le journaliste lui-même n'est pas très sûr de l'information. Voilà, donc il faut toujours regarder le titre. Alors, deuxième précaution à prendre, l'évangile selon Israël Guébo pour détecter la vraie info. Deuxième précaution à prendre, vérifier la crédibilité du site. Oui, c'est nécessaire de voir si le site est connu ou reconnu. Parfois, beaucoup de sites Internet vont changer l'adresse d'un site qui est connu, vont faire ce qu'on appelle la parodie d'URL. Donc, il faut bien regarder dans la barre d'adresse, dans le www, où c'est écrit www, voir en réalité, est-ce que ce site-là est connu, est-ce qu'il est reconnu. Et puis, je veux dire, un site qui donne une information assez sensible, en général, c'est un site que tout le monde connaît, c'est un site qu'on a l'habitude de voir, dans lequel on a l'habitude de reprendre. Il faut se méfier éventuellement de certains sites frauduleux qui imitent les adresses électroniques de certains véritables médias. Donc ça, c'est également des éléments qu'il faut regarder. Et comment ça se passe au niveau de la nuance pour vérifier? Par exemple, si le site, je ne sais pas quel est le site officiel de la RTI, ça peut être par exemple info@rti. C'est RTI officiel. Voilà, info@rti.ci. Quelqu'un mettra par exemple info RTI
toilette.ci@gmail.com. Et on en a déjà vu voilà. sur donc, la du toilette. coup, ceux qui ne sont pas vigilants, ils peuvent être trompés par ce genre. Alors, troisième chose, il nous reste 3 minutes, remonter les sources. Oui, quelle est la source à l'origine de l'information? Est-ce qu'elle est fiable? Est-ce que c'est une autorité administrative? Est-ce que c'est une autorité politique? Est-ce que c'est un technicien? Est-ce que c'est un spécialiste qui donne cette information? Il faut toujours remonter la source de l'information. Et si la source n'est pas identifiée clairement, elle peut être source d'un Fox. Alors, on passe maintenant au décryptage des images. Oui. Alors, je vois qu'ici, sur votre plateau, vous avez déjà vu avec la ciné comment détecter une image. Oui. Mais en général, toutes les images peuvent être testées et vérifiées avec Google Images. Vous tapez images.google.com et à l'intérieur, vous pouvez vérifier cette image pour voir d'où sa provenance et est-ce qu'éventuellement elle est juste ou fausse. Ok. Et puis le dernier point, vérifier d'autres articles concernant le même sujet. En général, quand un sujet est célèbre, il y a plusieurs sites qui le reprennent, il y a plusieurs sources. Dans ce qu'on appelle recouper une information, c'est de voir en fait est-ce que cette information a été diffusée par une seule personne ou par plusieurs autres sites d'information. En tout cas, plusieurs cheminements à avoir pour pouvoir démêler le faux du vrai et s'en sortir indemne des fausses informations. Merci en tout cas à vous, M. Guébo. On vous reverra très bientôt, on espère. J'espère aussi. D'accord. Ah non, on est preneurs. Ben oui. Quand il y a des professionnels comme ça de l'info qui viennent sur le plateau nous donner de vraies informations, ça fait plaisir parce que Matin Bonheur, c'est une émission d'utilité publique toujours. Justement, pour vous distiller de bonnes informations, il faut savoir que aujourd'hui, nous sommes le 11 décembre. Voilà, il y a des dates qui s'annoncent, mais aujourd'hui, nous sommes le 11 décembre et on a 20 jours seulement de la fin de cette année. Et on a des noms à célébrer, notamment c'est les Daniel qui sont célébrés aujourd'hui. Moi, je porte aussi un Daniel, donc on va célébrer dans quelques instants. Ah oui? Ah oui. Alors, Dani. J'aurais cru après l'émission un peu plus organisé, dans un écrin à la dimension. Non, celui qui va faire ça, il est là. Celui qui doit faire ça, il est là. Nous, regarde. Non, moi, c'est la spontanéité. Laissez le monsieur dormir. Danichou. Ça, c'est les surnoms, les filles qui s'appellent Daniel. Dani, Danichou, tout ça. Oui, c'est. Et puis, on n'oublie pas aussi, mesdames et messieurs, pour coller à l'actualité. Vous serez à Bonjour? Vous aimez Bonjour, le concept RTI? En général, je regarde à la télévision parce que je ne suis pas très souvent à Abidjan. Ah, d'accord. Ah, ben, essayez de caler la date. Pour cette année, ça sera sensationnel. Il y aura une invitation, alors? Oui, à 20 000 francs. Le classico, merci Alix. Il y aura le classico aller et le classico retour. Et pour ça, la RTI s'organise afin de conférer à cet événement-là un cachet particulier. Comme chaque année, on aura des gens connus et aussi des nouvelles pépites à cet effet. Donc, il y a le grand casting depuis hier et qui finit aujourd'hui. Donc, venez saisir votre chance. Vous avez un talent d'imitateur, un talent d'humoriste. Venez saisir votre chance à la Maison de la Télévision. C'est de 10h à 15h avec toute une équipe qui va vous recevoir. C'est vrai, Bonjour. C'est le lieu aussi de rappeler. Des fois aussi, il faut se féliciter. Parce que grâce à Bonjour, on réussit quand même à détecter des talents qui deviennent après des grosses stars montantes. Et puis après ça, ma foi, il faut aussi être fidèle à ceux qui vous ont détecté. Parce qu'avec ce qu'on voit ces temps-ci... Voilà, parce que ça laisse à désirer. La RTI vous... Voilà, parce que ça, merci beaucoup, ma très chère partenaire, tape ici. Parce que nous, à la RTI vous donne la chance. La RTI fait en sorte que vous êtes connus. Moi, ça fait 20 ans. Je n'ai jamais trahi la RTI. On dirait pas. Ça fait 20 ans que je n'ai jamais trahi la RTI, mais vous, on vous donne la chance et après, vous partez sur d'autres chaînes. Cette année, on sera très regardant. En tout cas. Vous faites bonjour, vous restez sur notre chaîne. Sinon, qui va sur notre chaîne, vous dit bonsoir. Non. Parce que franchement, voilà, la RTI a trop fait le lit de personnes et puis après, on vient insulter la RTI. Halte à la RTI bashing. Non. Ben oui. Celle qui vient maintenant, mesdames et messieurs, nous vient de ce grand pays, Maliba. Elle, c'est une grande dame du coaching en Afrique. Elle est très présente dans toutes les sphères de l'entreprise pour donner des conseils à gauche, à droite, pour faire en sorte que le potentiel de chacun de nous soit élevé. C'est avec un grand plaisir qu'on la retrouve sur ce plateau. Comment ça va? Bonjour, coach. Bonjour. Notre très chère et jolie malienne. C'est ça. Comment ça va? Elle nous rejoint. Ça va bien, merci. Et vous ici? Ben oui, ça va. On a gardé la maison. Très heureuse d'être sur votre plateau. Vous nous avez manqué. Partagé, ben oui. Moi aussi, vous m'avez beaucoup manqué. C'était super. Vous avez pu tourner, on a vu lors des vacances, c'est vrai que nous aussi on a tourné, mais on se suivait un peu par réseau interposé. Tout à fait. Et maman, elle va bien? On profite en même temps pour demander la nouvelle selle africaine. C'est comme ça, voilà. Maman va bien, lui faire un gros bisou. Alors aujourd'hui, on va parler, coach, de la PNL, la programmation neurolinguistique. Qu'est-ce que c'est? La programmation neurolinguistique qui fait partie des spécialités des coachs. Et moi, je suis un maître praticien de la programmation neurolinguistique. C'est, on va faire simple, je vais essayer d'imager. Le cerveau se programme à peu près comme un ordinateur.
Donc, depuis qu'on est né, en fonction des expériences qu'on a vécues, en fonction aussi des messages qu'on a reçus, les messages vont commencer depuis la famille, ensuite l'entourage, ensuite les personnes avec lesquelles nous sommes les plus proches, parfois les personnes d'autorité comme le maître d'école, les professeurs. Tout cela va nous donner un certain nombre de messages sur nous-mêmes et sur l'environnement du monde. Et ces messages s'enregistrent et restent dans notre cerveau exactement comme un ordinateur va enregistrer un programme. Alors, le souci est que si ce programme est intéressant, donc il est positif, ce programme va nous aider à avancer. Mais si par contre ce programme nous donne des injonctions qui peuvent nous empêcher d'avancer, ce programme va nous nuire dans notre évolution. Je vous donne un exemple très simple et ça arrive beaucoup. Des personnes vont vous dire les personnes riches sont des voleurs ou tout le monde ne peut pas être riche. Et certaines personnes ont enregistré ça comme une réalité. Et à partir du moment où c'est programmé, il est difficile de le déprogrammer. Donc à ce moment, c'est la programmation neurolinguistique. Pourquoi neurolinguistique? Parce que la reprogrammation que nous, on va faire, c'est comme ça a été fait au début dans la programmation, ça passe par les sens. Donc les oreilles, la voix, les yeux et tout. Donc nous travaillons avec tous les sens pour permettre à la personne d'installer le nouveau programme qui va lui permettre d'avancer dans ses activités. Alors, PNL, c'est un patchwork de messages reçus, idées reçues, imagerie populaire. C'est une base de données de notre organisme ou de notre cerveau. Et les PNL aussi deviennent après la maintenance à faire pour pouvoir démêler tout ce qu'on a reçu et nous faire avancer, parce que c'est ça le but, nous faire avancer dans le bon sens. On va dire ça comme ça. Donc, à quoi ça sert? À quoi ça sert? À énormément de choses. J'ai résumé un tout petit peu le fonctionnement du cerveau, mais la programmation neurolinguistique va servir à plein d'autres choses, puisque les gestuels d'une personne vont être influencés par ce message. Également, c'est toutes ces sensations. Et parfois, les émotions et les fortes émotions reçues pendant les mauvaises expériences vont ressurgir au moment où il va refaire. Je vous prends l'exemple de quelqu'un qui a déjà pris la parole en public, qui s'est fait humilier. Et donc, à chaque fois qu'il va essayer de reprendre la parole en public, il sera paralysé par ce qui s'est passé. Donc, il va revivre ça. Donc, ça devient un blocage pour lui pour aller de l'avant. Alors, il faut déprogrammer et installer un nouveau programme. On va dire ça comme ça. Justement, quand on parle de programmation neurolinguistique, mesdames et messieurs, coach Ina Kanouté, on parle indubitablement de blocage émotionnel. Vous avez annoncé les prémices. Alors, qu'est-ce qui crée les blocages émotionnels? Les mauvaises expériences. Les mauvaises expériences surtout mal vécues. Parce qu'après une mauvaise expérience, quand on l'évacue, quand on en parle, parfois ça peut passer. Mais la plupart du temps, on le garde comme un choc. Et le pire, c'est qu'au fil du temps, on finit par l'amplifier dans notre tête. Alors le son devient grand, l'image devient brillante et on a l'impression que c'était le monde entier qui était autour de nous. Alors qu'en temps réel, ce n'était pas forcément ça. Donc la personne va vraiment jouer ce programme à l'infini dans sa tête. Et donc, il va falloir vraiment bloquer ce processus et l'amener à revivre le même événement d'une autre manière afin de calmer les émotions qui étaient là et de susciter en lui de belles émotions qui vont lui permettre d'avancer. Alors, coach, de ce que vous dites, il devrait avoir un déclic. Parce qu'une telle personne d'une telle autre n'est pas forcément au fait des programmations neurolinguistiques qui pourraient l'emmener à évoluer, changer dans le bon sens ou déprogrammer certaines mauvaises idées reçues. Alors, dans quelles circonstances on l'utilise? Nous, on l'utilise particulièrement pendant des coachings où une personne peut avoir un objectif bien défini avec toute la volonté d'y arriver, donc de la motivation, mais qui est paralysée, donc qui est bloquée. Donc on sait tout de suite qu'à un moment donné, il faut faire intervenir les outils PNL. On utilise également la PNL dans le commercial. Parce qu'encore une fois, les gestuels, les personnes, les sens des personnes se ressentent dans leur langage. Et pour les influencer en politique, en diplomatie et en commercial, la PNL permet de ce qu'on va appeler se calibrer sur une personne et imiter, ou en tout cas, imiter, c'est un peu, voilà. Mais on va dire vraiment aller dans le même sens que la personne afin de l'influencer. Absolument. On fait la PNL sans le savoir, hein, que ce soit Barack Obama ou la vendeuse du coin. La PNL fait partie de notre quotidien, de notre identité, de notre nature plurielle. Alors, quand surviennent les problèmes comme ça de blocage, comment on essaie de les résoudre? Vous avez parlé tout à l'heure
Comment on fait? Concrètement, on fera des séances. D'accord. Et dans ces séances, il y a énormément de techniques. Il y a une centaine de techniques différentes. Mais l'idée, c'est vraiment de refaire vivre cette personne, mais en amenant, avec les techniques que nous utilisons, des émotions positives, là où il y avait des émotions de paralysie. Donc, et amener la personne à revivre la scène autrement. Donc, avec tout ce qu'il faut en puissance. Ensuite, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que les émotions vont jouer sur le physique. Mais le contraire aussi est vrai. Si vous voyez une personne malheureuse ou une personne heureuse, ça se sent sur son visage. Mais ce qui est vrai, c'est qu'une personne malheureuse, quand on l'oblige à sourire, à soulever les épaules, à se redresser, quelques instants après, son cerveau va switcher. Son cerveau va prendre l'émotion qui va avec le physique qu'il s'est donné. L'émotion de base. De ce physique qu'on va l'obliger à prendre. Donc ça, c'est des petites techniques qui permettent d'amener la personne à quitter un état d'esprit négatif et à pouvoir avoir un état d'esprit qui lui permette d'atteindre ses objectifs. Coach, toute cette technique-là, ça ne fait pas référence un peu à l'influence, par exemple, des gourous sur leurs adeptes ou d'une science exotérisme et tout ça? Pourquoi? Non, pas vraiment. Bien sûr, toutes les techniques au monde peuvent être utilisées de la mauvaise manière. Mais il est vrai que la PNL utilisera des techniques d'hypnose. Mais ce n'est pas des hypnoses qui vont nous permettre d'endormir la personne et de lui faire faire... exactement. Simplement, on met la personne dans un état réceptif. Donc, on essaie d'amener son cerveau à ce que nous, on appelle l'état alpha. Donc, le cerveau va vraiment calmer le mental. Et on lui donne des injonctions positives pour lui permettre d'avancer. Donc, c'est vraiment fait de manière humaniste. C'est tout bénéf pour l'entreprise, notamment dans le cadre de l'entreprise, là, avec la recherche effrénée du profit, hein, c'est cette recherche d'émergence-là. Alors, dites-nous comment la PNL peut agir sur la productivité en entreprise? Par exemple, les commerciaux, on leur apprend les techniques de PNL au niveau du commercial, ça peut leur permettre tout de suite, non seulement de calmer un client qui est en colère, ça peut leur permettre également d'amener le client à acheter leurs produits, à les suivre dans le sens de leur démonstration. Ensuite, tous les collaborateurs d'une entreprise peuvent avoir, face à des objectifs qui ne sont pas atteints, peuvent avoir des blocages émotionnels. Donc quand on arrive et qu'on intervient dans une équipe, que ce soit des managers, que ce soit d'autres collaborateurs, on peut trouver des cas où la PNL peut aider à débloquer les blocages pour atteindre les objectifs et suivre le mouvement général. Alors, coach, c'est une science pour initier ou qui est candidat à la PNL? Les candidats à la PNL, c'est d'abord des coachs qui sont professionnels et qui vont apprendre cet outil particulier pour les cas beaucoup plus compliqués que les cas de coaching simple. Donc, c'est une spécialité des coachs. Le monde entier est un champ de PNL, hein? Le monde entier. Alors, est-ce que dans la PNL, est-ce qu'on peut revenir un peu sur les tendances quand on est en Afrique, quand on a un accident? Est-ce que l'environnement a une incidence sur notre PNL, l'environnement géographique à un certain temps? L'environnement va avoir une certaine incidence. Par exemple, avec mon expérience, il y a un certain nombre de messages que nous avons toujours donnés en Afrique. Et donc qui peuvent constituer des blocages systématiques qu'on ne trouvera pas forcément chez les Occidentaux. Et donc, par exemple, chez nous, le destin semble être accepté par tous. Donc, parfois, il faut défaire ce type de pensée, de croyances. Ce que nous, on appelle justement des croyances limitantes. Comme regarder quelqu'un dans les yeux, il faut le faire, il ne faut pas le baisser les faire. yeux, Quand on est en situation quand on est en situation, par exemple, de travail avec un client, quand on est délégué médical ou bien commercial de tout acabit, ça joue aussi concrètement. Et rien que le mois dernier, j'ai eu un cas comme ça où le monsieur, justement, il n'arrivait pas à me regarder dans les yeux. Je lui ai dit, mais regardez-moi. Il dit, non, dans sa culture, on ne regarde pas quelqu'un qu'on respecte. Je lui ai dit, sur le plan international, si tu le fais, on dira que tu as un regard fuyant et ça va donner une certaine interprétation de ta personnalité qui n'est pas vraie. Donc oui, il faut aussi parfois adapter. Et quand on est aujourd'hui en multiculturalité. Des fois que vous recevez un client qui vient du Vietnam ou un client qui vient de Zoukougbeu, comment vous faites pour adapter, pour accorder les violons? On écoute beaucoup. Le coach, c'est la personne qui écoute beaucoup. Et la PNL nous apprend également à regarder. Donc les gestuels, le visage, les voix,
Et tout ça peut jouer. Je vous donne un autre exemple. Dans le leadership féminin, on a parfois le problème de voix. Les femmes, pour s'imposer, doivent par exemple travailler sur leur voix. Et quand on ne sort pas la voix, c'est déjà quelque chose qui plombe notre autorité. Et donc, il y a énormément de signaux, mais nous observons beaucoup, nous écoutons beaucoup. Et donc, même en contexte multiculturel, nous arrivons à détecter les niches d'émotions bloquées. Et justement, quand on parle de chaque individu, le cas par cas, pouvez nous donner le cheminement de quelqu'un qui arrive avec ses acquis, ses prérequis ou ses idées reçues jusqu'à un niveau où la PNL est passée? Qu'est-ce qui devient après? Par exemple, la personne va nous amener un objectif précis. Ensuite, on travaille sur l'objectif. Et on lui donnera un plan d'action, où on trouvera en tout cas ensemble un terrain d'entente pour qu'il mette en place un plan d'action. Ce qui se passe quand il y a un besoin de PNL, c'est qu'à un moment donné, malgré la volonté, malgré le plan d'action, la personne ne bouge plus. Donc on sent vraiment un blocage. Et c'est à ce moment que nous sortons les outils de PNL. Et ça se voit... Quand je vous écoute, je me dis que la PNL, c'est une compétition permanente avec soi-même. On peut le dire comme ça, parce que imaginez les paralysies des personnes qui ont des peurs bleues, des personnes qui ont des phobies. Par exemple, il y a des personnes dans l'avion, ils sont morts de peur, ou devant un chien. Voilà. Et donc, on utilise la PNL pour tout ça. Vladimir Même Poutine, certaines pour ne pas vous arrêter, addictions. Vladimir Poutine, quand il recevait Angela Merkel, c'était un moment de tension. Il savait très bien qu'elle avait peur des chiens. Il savait très bien qu'elle avait peur des chiens. Donc, il a fait en sorte qu'à son arrivée, le chien soit là et qu'il parte vers elle. Et ça c'est interprété comment? C'est quoi? C'est interprété comme une influence négative, par contre. Et ça m'amène à cette question. En politique, la PNL est très, très consommée. C'est tous les jours. Oui. On reçoit un chef d'État, on reçoit des syndicalistes, on reçoit des ministres. C'est vraiment la matière première de la politique. Exactement. Les hommes politiques vont utiliser l'influence des sens, donc le gestuel, pour influencer la personne en face d'eux et les amener. En fait, c'est un peu comme un camion que tu accroches, qui accroche une voiture et qui le suit. Donc, tu synchronises avec la personne. À partir du moment où tu synchronises avec la personne, les voix, les gestuels et tout, la personne t'amène dans le sens de ce que tu veux. Et donc, c'est surtout dans les techniques d'influence que les hommes politiques et les diplomates vont beaucoup utiliser la programmation neurolinguistique. Coaches a dit que ceux qui ne pratiquent pas la PNL seront à la traîne, seront toujours assujettis à ceux qui l'ont fait. On ne va pas dire ça comme ça. On dira quoi? Mais c'est que la programmation neurolinguistique peut te donner un pouvoir énorme face à d'autres personnes. Le mot est lâché avec Ida Kanouté. Pouvoir et surtout énorme. Parce que tout le monde peut avoir un pouvoir, mais il faut se démarquer en ayant un pouvoir énorme. Et pour avoir le pouvoir, il faut avoir les moyens. Et la publicité et l'information font partie de ces moyens. Et c'est ce qui suit. Vous êtes un matin bonheur et vous avez raison. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Aka Awele, informe l'ensemble des populations ivoiriennes qu'en raison des travaux de sa réhabilitation, le CHU de Yopougon est fermé depuis le 1er novembre 2019. Pendant cette période, la continuité de l'offre de soins est assurée par d'autres structures sanitaires. Pour plus d'informations sur les nouvelles structures d'accueil des services relocalisés, appelez le 143 ou consultez le www.santé.gouv.ci. Sous la présidence de son Excellence M. Amadou Koulibaly, Premier ministre, président du comité de pilotage du Registre national des personnes physiques RNPP, sous la présence effective de M. Sidiki Diakité, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, président du comité technique national du RNPP, la direction générale de l'Office national de l'état civil et de l'identification, ONECI, organise la cérémonie officielle de lancement du RNPP le mercredi 11 décembre 2019 à 14 h à l'auditorium de la Prémature. Ambassadeur accréditant Côte d'Ivoire, partenaires techniques et financiers, vous y êtes tous conviés. Sous la présidence de M. Moussa Sanogo, ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, la Direction générale du budget et des finances organise un séminaire de formation des représentants du ministère du budget dans les conseils de gestion des établissements publics nationaux sur le thème « La gouvernance des EPN dans le cadre du budget programme » du 11 au 12 décembre 2019 à l'hôtel Tiama au Plateau.
Sous la présidence de M. Sidi Temoko Touré, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, la Société ivoirienne de télédiffusion IDT procédera au lancement de la télévision numérique terrestre TNT dans la région de Béké. Lieu, centre émetteur de Boaké, 6 au quartier Air France 2, route d'Adionoussou. Date, samedi 14 décembre 2019 à partir de 9h. Partenaires et acteurs du projet de la TNT, population de la région de Béké, vous y êtes cordialement invités. Infoline 22 01 05 00. Besoin d'amplifier la visibilité de vos marques et de celle de vos clients? Optez pour des programmes qui comptent, ceux du groupe RTI. Sur l'information, de 20h à 20h30, le JT de 20h sur RTI 1. Premier programme grand public. De 5h à 9h, la matinale de Radio Côte d'Ivoire. Premier rempart d'audience. Sur le divertissement, de 5h55 à 7h30. Matin bonheur sur RTI 1. Deuxième en programme grand public. De 12h à 12h50. C'est midi sur RTI 1. Premier en part d'audience. De 21h à 23h. Carré Rose sur Fréquence 2. Premier en programme par excellence des adultes. Sur la fiction, de 20h50 à 21h50. Le Babyhood sur RTI 1. Premier en part d'audience des fictions du dimanche. De 16h à 17h. Le Bollywood sur RTI 2. Premier en programme de référence du lundi au vendredi. Et ce n'est pas tout. La chaîne du groupe RTI, c'est 100% de couverture du territoire ivoirien. Les contenus les plus efficaces sont au cœur des programmes des chaînes du groupe RTI. RTI, la marque du service public. Merci de nous rejoindre dans l'actualité internationale. Aux États-Unis, une fusillade a éclaté à Jersey City, dans la banlieue new-yorkaise, à la mi-journée hier, après une course-poursuite. 6 personnes sont décédées, un policier, 3 civils et 2 suspects. Aucune raison claire n'a encore été donnée pour expliquer cette fusillade. Un avion militaire chilien avec 38 personnes à bord a disparu lundi des radars alors qu'il survolait l'océan austral en direction d'une base du Chili en Antarctique. C'est ce qu'a annoncé l'armée de l'air qui a déployé d'importants moyens de secours. En France, les opposants à la réforme des retraites défilent à nouveau à Lille, moins nombreux que le 5 décembre. Des heurts ont éclaté entre policiers et manifestants. La CRS, les agents de la CRS ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les protestataires. Aux États-Unis, les démocrates ont retenu hier 2 chefs d'accusation contre Donald Trump dans la procédure de destitution qui vise le président américain. Abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. Ces chefs doivent être adoptés en séance plénière, normalement dans le courant de la semaine prochaine, à la Chambre des représentants où l'opposition est majoritaire. Donald Trump deviendra alors le 3e président de l'histoire du pays à être mis en accusation au Congrès. Au Royaume-Uni, le Brexit a ravivé certains rêves d'indépendance en Écosse et en Irlande du Nord, où les habitants ont voté en majorité pour le maintien dans l'Union européenne. Dans un scrutin clé pour l'avenir du divorce avec l'UE, les partis nationalistes espèrent tirer leur épingle du jeu. Reportage. À Belfast, les murs de la paix qui séparaient les quartiers catholiques et protestants sont toujours debout, rappel d'un Royaume-Uni autrefois divisé. Mais l'unité du pays semble de nouveau fragile. Le Brexit, impopulaire dans les provinces d'Irlande du Nord et d'Écosse, est devenu un argument de poids des partis indépendantistes pour les élections du 12 décembre. Votez pour échapper au chaos, à la misère et à la division du Brexit et votez pour mettre le futur de l'Écosse entre les mains des Écossais. C'est le message qui doit résonner dans notre pays. Il y a 5 ans, l'Écosse a voté contre son indépendance, mais le Parti national écossais estime que la donne a changé. Si aucune majorité claire ne se dégage lors du prochain scrutin, il pourrait devenir faiseur de roi contre la promesse d'un nouveau référendum. En Irlande du Nord, les républicains du Sinn Féin agitent une menace similaire. Pour eux, l'avenir est une Irlande réunifiée au sein de l'Union européenne. Les jours de la séparation sont comptés. Il y a du changement dans l'air. Le Brexit a tout changé.
Beaucoup de gens envisagent pour la première fois leur futur dans une Irlande unie. Un tel scénario serait un tremblement de terre pour le Royaume-Uni. Mais même si une majorité appuyait l'indépendance en Irlande du Nord, la République d'Irlande pourrait ne pas y être favorable. La République d'Irlande ne réclame pas spécialement de vote de réunification de son côté. Et vous ne pouvez pas avoir seulement un référendum du côté nord de la frontière et rien du côté sud. Le Brexit n'a donc pas fini de diviser le Royaume-Uni, peut-être un jour au sens propre du terme. C'est une ancienne icône de la démocratie qui se retrouve devant la justice internationale. La chef du gouvernement birman, Aung San Suu Kyi, qui a reçu le prix Nobel de la paix, est arrivée hier à la Cour internationale de justice à La Haye pour défendre la Birmanie, accusée par d'autres pays de génocide contre les Rohingyas. En Argentine, le candidat de centre-gauche Alberto Fernandez a remporté dimanche l'élection présidentielle au premier tour devant le président sortant libéral Mauricio Macri qui a concédé sa défaite. Des milliers d'Argentins acclament le discours d'Alberto Fernandez alors qu'il est investi président dans la capitale Buenos Aires. Et puis la condamnation de Bill Cosby pour agression sexuelle a été confirmée mardi en appel par la Cour supérieure de Pennsylvanie, douchant les espoirs du comédien américain d'annuler sa condamnation. Condamné en septembre 2018 à une peine minimum de 3 ans de prison, Bill Cosby, qui est depuis en détention, a encore la possibilité de saisir la Cour suprême de Pennsylvanie, plus haute juridiction de l'État. Voilà, c'est tout pour ce 7h. Excellente journée à vous. Et à vous Merci. aussi, Régis Koffi. On se revoit demain, jeudi. Allez. Et voilà, la dernière ligne droite pour la matinale. Et on parle aujourd'hui avec notre coach expert, Eunice Tayloro, consultante. Le titre, c'est « Comment avoir des enfants bien éduqués et autodisciplinés ?» Les règles de politesse, comment nous les transmettons à nos enfants. C'est bien beau de vouloir des enfants qui respectent tout le monde et qui sont sages, mais ça passe par un cheminement qui va nous aider à avoir tous ici ce matin. Juste après jingle, bien sûr. Bonjour Eunice, bienvenue. Bonjour Marco, Alors, bonjour Ali. C'est le rêve ultime pour tout parent, faire en sorte qu'on ait des enfants vraiment qui répondent à la lettre, mais ça passe par une méthodologie qui n'est pas du tout aisée. Alors, des enfants bien éduqués, autodisciplinés, j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est le fruit du hasard ou bien il y a des prédispositions naturelles à cela? Il y a une étude qui a été faite dans les années 60 par une pédopsychiatre américaine du nom de Stella Chase et son mari, qui a révélé que même les bébés, quand ils naissent, ils ont des tempéraments. Et il y a environ 8 facteurs qui ont été mis en évidence, par exemple l'intensité de l'activité de l'enfant, la faculté du rythme. Vous allez voir qu'il y a des bébés qui dorment, qui mangent à des heures précises. Il y a aussi la capacité d'adaptation, comment est-ce que l'enfant réagit quand on lui introduit un nouvel aliment, comment il réagit face aux étrangers, l'intensité de ses réactions quand il est en colère, son humeur, est-ce qu'il est de bonne humeur, est-ce qu'il est grincheux. Et certains bébés, quand on regarde ces différents facteurs, peuvent être qualifiés de faciles et puis d'autres de plus difficiles. Qui a envie d'avoir un bébé qui pleure tout le temps quand il s'absente, l'enfant qui pleure du matin jusqu'au soir. Et malheureusement, les bébés qu'on pourrait qualifier de difficiles, entre guillemets, reçoivent moins d'amour, d'attention et on leur colle une étiquette. Et les bébés qui sont faciles, qui sourient, qui sont bien gentils, tout le monde les aime. On peut penser donc que ceux-là ont des prédispositions plus naturelles à être plus sages, bien éduqués, tout cela. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si le tempérament est inné, le caractère, il s'acquiert. Et en la matière, l'éducation joue un rôle très important. Excusez-moi pour la tautologie, mais pour avoir des enfants bien éduqués, il faut bien les éduquer. Je suivais un jour un reportage sur les enfants sauvages. Ce sont les enfants qui ont été élevés par des animaux. Et j'ai été vraiment très surprise de voir une jeune fille qui avait été élevée par des chiens. Mais c'était un homme-chien. Elle aboyait, elle marchait à 4 pattes, même pour boire de l'eau. Ce n'était pas avec un verre, hein. Elle léchait l'eau comme ça, comme un chien. La famille est le premier maillon de socialisation des individus. Et c'est là qu'on reçoit l'éducation. Donc les parents ont un rôle très important en ce qui va constituer l'éducation de leurs enfants. Comme quoi les enfants sont le reflet de leurs parents et de ce qu'ils leur transmettent. Alors comment un parent peut-il concrètement inculquer la politesse à son enfant? Que doit-il faire?
Pour inculquer la politesse à son enfant, il faut être soi-même un modèle. Un modèle. Vous ne pouvez pas transmettre à vos enfants ce que vous n'êtes pas. Et ce que vous faites parle beaucoup plus fort que ce que vous dites. Donc il faut être soi-même poli, utiliser les formules de politesse envers tout le monde. Tous les hommes, quel que soit leur niveau intellectuel, leur rang social, méritent du respect. Votre patron mérite du respect, mais votre nounou aussi mérite du respect. Le gardien mérite du respect. Et il faut être courtois, il faut être poli envers toutes ces personnes. En utilisant les formules de politesse, bonjour, merci, au revoir, pardon, s'il te plaît. C'est tout ça le lubrifiant des relations humaines. Ensuite, en tant que parent, il faut bannir les injures et les gros mots. Quand vous êtes dans votre voiture, que vous conduisez dans la circulation, que quelqu'un vous fait une queue de poisson, Marco, comment vous réagissez? Honnêtement, hein, moi, c'est que moi, je ne suis pas langue de bois. Hein. Ça, c'est un juron. Un juron. Quand vous conduisez avec vos enfants, il ne faut pas oublier que vous avez des passagers discrets qui sont derrière, qui vous copient, qui vous observent. Donc quand l'enfant entend le juron de papa, il se dit « Ah tiens !» Donc quand on est en colère, c'est un juron qu'il faut balancer. Mais des fois, on s'excuse tout de suite. On dit « Pardon les enfants, ne répétez pas ». Ah, mais quand on le fait, on n'est pas très cohérent. Parce qu'on se dit qu'on a soi-même le droit d'utiliser ces jurons, mais nos enfants n'ont pas le droit de les utiliser. Alors la question, c'est à quel âge nos enfants pourront-ils utiliser ces jurons? Vous voyez que la question est ridicule. Donc ces mots comme P-U-T-A-I-N, M-E-R-D-E, il faut les bannir. D'autant plus qu'il existe des mots plus soft. On peut dire, oh là là, voilà, mais dis donc, qu'est-ce qu'il fait? Mais allons. Alors, troisième question, là, ça fait comment éviter les luttes quotidiennes? Alors souvent, pour être plus concret dans le quotidien, on a des choses à régler rapidement. Comment éviter les luttes quotidiennes avec ses enfants? Par exemple, pour qu'ils aillent se brosser les dents, se laver, étudier leurs leçons, se coucher sans pleurer. Bienvenue au club. Comment y arriver sans avoir à crier sur eux ou à s'énerver tout le temps? Je vais vous partager une astuce qui est très simple et qui fonctionne. C'est une astuce qui donne la paix quand on est parent. Et on en demande. C'est une astuce qui permet de se faire obéir avant même de donner l'ordre. Vous la voulez, Alix? Eh bien sûr, oui. D'accord. Il s'agit tout simplement d'établir des routines, des rituels avec vos enfants. Votre enfant doit avoir un emploi du temps préconçu. Quand il se lève le matin, qu'est-ce qu'il fait en premier? Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Le soir, quand il rentre de l'école, qu'est-ce qu'il fait? Cette succession d'activités doit être bien claire. Déjà pour vous, le parent, parce que nous-mêmes, parents, on n'est pas très organisés. Hein. Des fois, on fonctionne au feeling. Des fois, à 19h, quand on est trop fatigué, on dit « Allez les enfants, au lit, on va se coucher ». Et puis le lendemain, quand on est en forme, on veut jouer avec les enfants. On veut passer du temps avec eux, voilà. C'est à 23h qu'on les couche. Mais ces désordres-là n'aident pas nos enfants à se discipliner, à s'autodiscipliner. Donc il faut avoir un planning d'activité préconçu. C'est vrai que les enfants vivent l'instant présent. Ils n'ont pas la notion du temps. Mais à 2-3 ans, ils ont la notion de succession d'activités. Est-ce que ça ne tue pas le côté naturel, ça, de l'éducation? De tout militariser, entre guillemets? Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, vous donnez de bonnes habitudes d'organisation à vos enfants. Rien de grand ne peut se réaliser sans une bonne organisation à la base. Et c'est la bonne organisation qui permet justement d'éviter les imprévus. Et ce n'est pas... quand je parle de routine, je ne parle pas de le faire de manière militaire. Allez, il est 19h, tout le monde au lit. Non, vous pouvez rajouter du jeu, du fun, du ludique. Être flexible. Avec la manière. Être flexible avec la manière. Par exemple, aller se coucher, c'est un calvaire dans beaucoup de familles. Et si avant d'aller se coucher, on se racontait une belle histoire? Et si on intégrait l'instant de l'histoire dans la routine? Du coup, aller se coucher ne sera pas perçu par l'enfant comme une corvée, mais il sait qu'il aura un moment de qualité avec papa ou maman qui vont raconter une belle histoire. Donc l'enfant sera heureux. Allez maman, on va se coucher, mais on lit une histoire avant. Et gare à vous si vous êtes fatigué. Mais coach, soyons pratiques et pragmatiques aussi. Hein. La culture de la lecture d'histoire, c'est pas quelque chose qu'on a en tant que tel. C'est vrai que peut-être aussi dans les temps anciens, on se racontait des histoires autour du feu et tout ça, mais le fait qu'on soit vraiment aujourd'hui mobile, pressé et tout ça, l'alternative, ce serait quoi, à part l'histoire? À part l'histoire, moi... Pas les menaces, bien sûr, mais bon. Pas les menaces. À part l'histoire, je dirais que l'alternative pourrait être l'histoire. Ah oui. C'est pas dans nos habitudes. On va dire que ça c'est des trucs de blanc, c'est importé de l'Occident. Non, c'est dans nos habitudes, hein, contrairement, hein, parce que les contes au clair de lune, moi je prends ça comme des histoires avant d'aller se coucher.
On pourrait le faire, oui, des contes, oui, peut-être raconter des contes aussi. Ça fait partie de notre histoire. Tout à fait. Alors, moi, j'aimerais venir dans le côté pragmatique aussi. Vous allez au marché avec votre enfant de 4 ans et sur le chemin, il remarque une voiture chez un vendeur de jouets. On est dans la période de Noël et il vous demande de l'acheter. Vous n'avez pas d'argent. L'enfant se met à pleurer, il insiste à crier, il se roule par terre, il attire l'attention de tout le monde. Concrètement, je pose la question à la mère, à la coach, au docteur, à tout. Qu'est-ce que vous faites? Alix, qu'est-ce que vous faites? Alors déjà, c'est pas des situations qui ne sont jamais arrivées. Il faut essayer de garder autant que faire se peut son calme. Son calme. Et moi, je vous le dis, c'est déjà arrivé. Je laisse faire. Je suis désolée, mais je laisse faire parce qu'au bout d'un moment, tu vas te calmer. Voilà, je laisse faire. Ok, je ne sais pas si je fais bien, mais bon. C'est une réaction possible. En fait, moi, j'ai essayé de faire en sorte que mon regard seulement avec mes enfants suffit, c'est un message, quoi. C'est-à-dire, j'ai fait en sorte que par le regard de papa, elle puisse savoir que là où on est en train d'aller, là, ça ne va pas nous arranger. Donc, le regard, là, va suffire, quoi, moi, je pense. Ah ouais, pour calmer l'enfant. Pour calmer l'enfant. Son regard, elle va le faire peut-être avec le gars qui vend, ou bien la dame qui vend dans le rayon à jouer, mais quand elle va savoir que je vais aller voir papa, que je vais regarder le visage du papa, et pour vous raconter une anecdote, ma première, elle porte le nom de ma mère. Quand elle sait qu'il y a un souci, ou elle sait qu'elle va se fâcher, elle dit, ah, c'est maman Ama. Ça, comment on appelle ça? C'est de la manipulation. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Pour manipuler Amadoué, ils sont très Tu peux donner ce cadeau-là pour ta maman? Oh, toi aussi. Ben oui, les on ne dit pas non à maman. Ils sont très forts. Mais pour revenir au cas, il ne faut pas céder en achetant le jouet, ça c'est clair. Oui. Parce que si vous cédez, que vous achetez le jouet, l'enfant aura tendance à reproduire. C'est la nouvelle donne. C'est la porte ouverte. Ce sera la porte ouverte. Il faut savoir que un enfant est par définition un être qui est immature. Et quand on parle d'immaturité, on parle de l'incapacité à gérer ses émotions. Donc l'enfant qui se met à crier, à ameuter toute la foule, n'a pas l'intention de vous livrer en spectacle. Il a juste des émotions à l'intérieur de lui qu'il ne sait pas canaliser. Oui, il profite de la situation. Ah oui, franchement. Les enfants, ils vous jettent en pâture. Hein, non, les enfants, comme on dit chez nous en Afrique, ce sont les awans, ils savent. C'est que là, la maman, papa est coincée. Voilà, elle veut éviter la honte. Mais justement, je la coince. Il faut pas le faire, il ne faut pas céder. Sinon, l'enfant aura tendance à moi, je dis, moi, je laisse faire. Hein, et ce que vous devez faire, c'est apprendre à votre enfant à canaliser ces émotions-là. Donc, ne pas le prendre comme une attaque personnelle ou se dire, ah, mais il est trop têtu, cet enfant. Il y en a qui vont le frapper devant tout le monde. Vous prenez l'enfant de force. Et il y a toujours un parent à côté, c'est-à-dire c'est lui-même que l'enfant regarde pour pleurer, parce que lui, il paye tout. Il n'empêche rien. L'enfant met tout dans les chariots et puis paye. Donc il a envie de dire, mais voilà mon ami, il a son cadeau, mais pourquoi moi? Chacun n'a pas la même bourse. Tout à fait. Comment on explique ça à l'enfant? Il faut prendre l'enfant, 4 ans, vous le prenez de force, vous l'isolez pour mettre fin au spectacle. Déjà, quand il va voir qu'il est mis en minorité, que plus personne ne regarde, comme Alix disait, le spectacle va prendre fin. Et puis expliquer calmement à l'enfant que vous êtes venu au marché pour acheter de la banane, autre chose, mais pas pour acheter des jouets. Par contre, ce genre de situation, moi je vais vous donner une astuce pour éviter carrément ce genre de situation. Il faut prévenir. Vaut mieux prévenir que guérir. Avant de sortir, si vous voulez que votre enfant se tienne bien, anticipez, fixez les règles. Dites à votre enfant, on va au supermarché ou on va au marché, mais on ne va pas acheter de jouets. On va acheter des pommes de terre, on va acheter du lait. Donc quand on va passer devant le rayon jouets, si tu vois une voiture qui te plaît, tu la laisses et tu la dépasses. Et vous demandez à l'enfant, est-ce que tu es d'accord? Si tu n'es pas d'accord, tu restes à la maison. Ça, c'est à quel âge? On négocie. À partir de 2 ans. Quand l'enfant commence à parler, vous pouvez lui dire. Ah, parce que c'est à cet âge-là aussi, ils sont très enclins à faire ce genre de crise. Tout à fait. Et quand l'enfant, vous sortez avec lui qui s'est bien comporté, ne vous arrêtez pas là, félicitez-le. Dites-lui, je t'ai vu, regardez la poupée, tu en avais très envie, mais tu l'as laissée. Ou bien même s'il prend la poupée, que vous lui rappelez qu'est-ce qu'on avait dit, va déposer. On le met face à ses responsabilités. Exactement. Félicitez-le, encouragez-le. Ça va lui donner des ailes pour recommencer. Et toujours dans la démarche de méthodologie pour aider nos enfants à être de beaux enfants, de bons et beaux enfants, il y a certains parents qui se plaignent par rapport aux études. Comment étudier? Alors, comment faire en sorte que son enfant s'intéresse de lui-même à ses études? Moi, je vais vous poser une question. Entre venir travailler tous les matins et puis aller s'amuser, prendre du bon temps, qu'est-ce que vous préférez, sincèrement? Un mélange des deux. Un mélange des deux, oui. Marco? Moi, je fais la différenciation. Je me dis que le travail, c'est ce qui nous définit. Donc, on se travaille. Et après? Parce que quand on travaille dur, après, on peut s'amuser dur aussi. Et d'accord.
Ça, c'est des réponses d'adultes, parce que vous êtes des personnes adultes. L'enfant, il est dans la gratification instantanée, dans le plaisir. Il ne réfléchit pas à long terme. Il ne sait pas que s'il ne travaille pas, bon, ses parents lui disent. Il ne paye pas de facture. Il ne paye pas de facture. On le menace, si tu ne travailles pas, tu vas reprendre ta classe. Si tu ne travailles pas, tu n'auras pas d'emploi, tu seras pauvre. Mais à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans, à 7 ans... Il n'a pas la notion des responsabilités que vous avez. On s'en fout. Ouais. Il veut jouer, il veut s'amuser. Il faut faire en sorte que votre enfant ait le goût de l'apprentissage, faire en sorte que votre enfant aime apprendre. Si votre enfant aime apprendre, il aimera ses études et il s'intéressera à ses études. Et comment l'y emmener? Déjà vous-même, vous devez... On va étudier encore. Bien sûr, éduquer ses enfants, c'est un job. Hein. Ça demande du temps et de l'investissement. Et des études révèlent que plus le parent est engagé dans l'éducation de ses enfants, plus l'enfant a de chances d'avoir un niveau d'études élevé. Donc quand vous, en tant que parent, vous êtes engagé aux côtés de votre enfant, dans ses études, il a des chances de... Ça vient naturellement. Oui. Alors Eunice, j'ai un souci. C'est bien ce qu'on dit là, pour les études, aussi plus haut, pour les jouets, tout ça. Mais quand on a réussi ça, il faut le réussir quand ils sont avec nous et quand ils ne sont pas avec nous. Des fois, certains enfants se comportent bien en présence de leurs parents et font toute autre chose en leur absence. Comment un parent peut-il s'assurer que son enfant n'a pas un double visage? Ça, c'est la hantise de tous les parents. C'est vrai, ça c'est une hantise. Et il y a plusieurs enfants qui ont des doubles visages. Moi, je me souviens un jour, j'étais dans un bus et puis à l'époque, quand j'étais au collège, il y avait un jeune collégien qui mettait l'ambiance, qui lançait plein de vannes dans le bus. Les gens riaient. Moi, je ne le connaissais pas, mais c'était hyper drôle. Et puis à un moment donné, il y a un tonton qui était dans le bus qui l'a appelé, je ne me souviens plus de son nom. Il a dit Jean-Claude. Et l'enfant qui dit Hein, Jean-Claude, hein, c'est toi qui balles comme ça là. Tout le monde a éclaté de rire dans le bus parce que l'enfant apparemment était très sage à la maison, mais il se lâchait dehors. Je vous dirais, faites de votre nounou une alliée. Vos nounous passent beaucoup plus de temps, en théorie, avec vos enfants que vous. Et elles savent comment vos enfants se comportent en votre absence. Demandez de temps en temps des feedbacks à votre nounou. Ensuite, prenez contact avec les éducateurs, les instituteurs, les enseignants de vos enfants et passez les voir régulièrement pour savoir comment l'enfant se comporte à l'école. Et toujours dans ce même sens, hein, comment les parents peuvent inculquer, transmettre les valeurs, les principes de vie pour éviter que demain l'enfant ait un comportement autre que ceux auxquels on avait pensé? Il faut soi-même être un modèle. Oui, nous sommes les plus grandes stars de nos enfants et ils nous copient. C'est vrai. Être un modèle. Si vous ne voulez pas que votre enfant ne mente, ne mentez pas. Ne mentez pas. Parce que des fois, certains parents demandent même à leurs enfants de mentir pour eux. Le téléphone sonne. Oh, dis-lui que je ne suis pas là. Et puis, maman dit de dire que tu n'es pas là. Voilà. Bien joué. Si votre enfant est capable de mentir pour vous, il sera capable de vous mentir à vous. Et il y a aussi les conversations qu'on a en présence de nos enfants. Parfois, on s'oublie et on critique, c'est-à-dire on déverse tout le venin de notre mauvaise éducation soi-même en tant que parents. Et les enfants sont là, ils écoutent. Et on a l'impression que non, ce sont des enfants, ils ne mesurent pas les propos. Et après, quand on sort, on sent que ce qu'on a dit a une influence. Tout à fait. Et ça, quand c'est comme ça, c'est des attitudes à avoir aussi. Oui, il faut soi-même être un modèle. Si vous critiquez, je ne sais pas, votre propre mari devant votre enfant, comment voulez-vous que... Nous aussi. L'estime va descendre. L'estime va descendre. Comment voulez-vous que votre enfant... Quelle image voulez-vous qu'il ait de son père? Vous fragilisez un peu son autorité. Vous voyez, il faut être soi-même un modèle, s'observer, faire attention, se dire qu'on a tout le temps nos enfants qui nous observent. Il ne faut pas chercher à paraître. Il faut tout simplement être soi-même. Vrai, sans filtre. Voilà. L'éducation des enfants pour la réussir, c'est un travail énorme sur soi-même à faire parce que les enfants nous copient. Ensuite, il faut passer du temps avec ses enfants. Vous pouvez avoir des valeurs, mais si vous êtes tout le temps parti, comment est-ce que votre enfant pourra prendre ces valeurs de vous? Hein? Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Plus vous passez du temps avec votre enfant, plus votre enfant vous copie, s'inspire de vous et vous ressemble. Il faut qu'on trouve du temps. On est très occupé, le travail, les business, machin, on cherche de l'argent, mais il faut qu'on trouve du temps. Alors, pour nos enfants. Coach, l'enfant, c'est le mélange de deux individus, de deux personnes. De plus en plus, malheureusement, on a des familles recomposées ou des familles où on n'a qu'un seul parent. Alors, dans ce cas-là, comment concrètement le faire? Parce que la maman, elle va donner l'enfant, elle va l'éduquer dans un sens. Quand il part dans l'autre famille, ça a un autre mélange et tout ça. Comment l'enfant s'y retrouve au milieu de tout ça? Ben, c'est un gros challenge, les familles recomposées. Hein.
si vous êtes dans le cas d'une famille recomposée, il faut savoir que c'est un peu, je dirais, votre chemin de croix. C'est pas facile. Le plus simple, c'est d'être dans une famille normale. Parce que, comme vous l'avez dit, 2 styles d'éducation différents, l'enfant qui se retrouve au milieu, des fois l'enfant qui manipule un peu, parce qu'il veut, surtout quand il sait que papa et maman ne s'entendent pas bien. Et exactement, il peut aussi les mettre même en palabre, tout cela. Mais si vous avez une éducation qui vous tient à cœur, des valeurs, tant que votre enfant est chez vous, bombardez-le au maximum. Soyez présent au maximum, communiquez-lui au maximum vos valeurs. Dernière question, puisqu'on a fini, désolé coach. Dernière question, c'est quoi aimer son enfant, pour résumer tout? C'est quoi aimer son enfant? C'est une excellente question. Parce que beaucoup de parents aiment leurs enfants, mais leurs enfants ne se sentent pas aimés. Et l'amour est une composante énorme. Tout parent, le devoir premier d'un parent, c'est de donner à son enfant de l'amour et de l'éducation. L'amour se traduit à travers des langages. Il y a 5 langages d'amour. Et puis, les enfants seront sensibles plus ou moins à quelques-uns de ces langages-là. Les temps de qualité. Être présent, passer du temps avec son enfant, jouer avec l'enfant. Des fois, on est à la maison sans être à la maison. On est au téléphone et tout cela. Il y a le contact physique, c'est très important. Faire des câlins, des bisous à son enfant, caresser. Il y a les services rendus, aider son enfant à retrouver un jouet qu'il a perdu, par exemple. Il y a aussi les cadeaux, offrir des cadeaux de temps en temps. Et les paroles valorisantes. Dire à son enfant « je t'aime ». C'est important de le faire. Merci infiniment, coach. Comme pour vous résumer, en tout cas, il faut être à l'écoute de nos enfants, leur consacrer la plupart de notre temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, la vie est galopante très, très rapidement, mais les enfants, comme on le dit, n'ont pas choisi d'être avec nous. C'est nous qui avons choisi qu'ils soient avec nous, donc on doit tout faire pour eux. En tout cas, aimez vos enfants, aimez Matin Bonheur et on se reverra demain. Merci Didi Fat.